Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale, le sommaire. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu défend le bilan économique de son administration après sa désignation comme candidat à la présidentielle de 2027. En République démocratique du Congo, plus de 900 cas suspects d'Ebola ont été signalés par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis à la frontière russo-ukrainienne, 2 personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes dans la région russe de Belgorod et de Bryansk. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, officiellement désigné candidat de son parti pour l'élection présidentielle de 2027, lors d'une cérémonie organisée à Abuja, a défendu avec fermeté le bilan économique de son administration. Dans son discours d'acceptation prononcé ce week-end dans la capitale nigériane, le chef de l'État a justifié les réformes économiques controversées engagées depuis son arrivée au pouvoir, notamment dans un contexte marqué par l'inflation, la hausse du coût de la vie et les critiques de l'opposition. Suivons ensemble un extrait de vidéo. Le président nigérian Bola Tinubu, 74 ans, a accepté sans réserve sa nomination en tant que candidat à la présidence du Congrès progressif APC, le parti au pouvoir. Officiellement désigné candidat du parti pour l'élection présidentielle 2027 lors d'une cérémonie à Abuja, la capitale, le chef d'État a profité de son discours d'acceptation pour défendre avec vigueur les réformes économiques controversées de son administration. De nombreux Nigérians sont encore confrontés à la hausse des coûts et à l'ajustement économique. Nous ne minimisons pas ces préoccupations, nous les comprenons et nous gouvernons non pas dans le confort mais dans la réalité, avec honnêteté et action. Car si les réformes entreprises par le président Tinubu sont saluées par les investisseurs, l'inflation et la hausse du coût de la vie continuent de peser lourdement sur les Nigérians. Nous ne sommes pas faits pour les chemins faciles.
Nous voulons aller vite, apporter la prospérité et une vie meilleure à nos enfants qui ne sont pas encore nés. Nous en payons le prix aujourd'hui. Le président nigérian a également pris pour cible les factions politiques de l'opposition, les accusant de tenter d'instrumentaliser les difficultés économiques temporaires sans proposer de plan macroéconomique cohérent. Autre information à présent, plus de 900 personnes sont soupçonnées d'avoir contracté la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo, a annoncé dimanche soir le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Cette alerte sanitaire concerne plusieurs zones du pays où les autorités sanitaires et les équipes de l'OMS renforcent la surveillance et la prise en charge des cas suspects afin de limiter la propagation de la maladie. Suivant à nouveau. Dans la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie d'Ebola en RDC, les contrôles sanitaires se multiplient, comme ici, au poste de Mujipala, aux portes de la ville de Bunia. Nous avons 2 services ici. Je prends la température des personnes venant de Bunia et se rendant à Bongoualou. Et de l'autre côté, ma collègue prend la température des personnes venant de Mongoualou pour rentrer à Bunia. Mongoualou, une cité de quelques 130 000 habitants, sur laquelle les agents sanitaires ont une vigilance particulière. Les gens qui viennent de ce côté-là, Mongoualou, vraiment, là nous avons vraiment une mesure barrière stricte vraiment, parce que les formations ont commencé à partir de là. En plus de ces barrages sanitaires, le gouvernement provincial a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Mais dans cette église de Bunia, la mesure semble bien difficile à appliquer. Ce n'est pas pour autant parce qu'il y a la maladie qu'on peut fermer l'église. C'est pourquoi nous venons justement demander à Dieu de nous aider dans tous ces sens. Les autorités ont aussi interdit les veillées funéraires, le corps des victimes restant contagieux même après le décès. Un sujet sensible qui a donné lieu à des scènes de violence. Dimanche soir, des personnes ont attaqué l'hôpital de Mongoualou, tirant des coups de feu pour réclamer les corps de leurs proches. Et plus de personnes ont été tuées ce lundi dans des frappes ukrainiennes menées dans les régions de Russe, de Belgorod et de Bryansk, situées à la frontière avec l'Ukraine, selon les autorités locales russes. Ces attaques interviennent après une nouvelle vague de bombardements russes contre Kiev dans la nuit de samedi et de dimanche, au cours de laquelle la capitale ukrainienne a été visée par plusieurs missiles et drones. Les affrontements, autant pour moi, entre Russie et Ukraine continuent ainsi de s'intensifier des deux côtés de la frontière. Suivons ensemble. Il est venu constater de ses propres yeux. Volodymyr Zelensky parcourt les rues de Kiev, martyrisé dans la nuit de samedi à dimanche par une pluie de missiles et drones russes. Direction le musée consacré à la catastrophe de Tchernobyl, partiellement détruit. Le musée de Tchernobyl, qui a d'ailleurs été construit pour le 40e anniversaire, a été construit il y a tout juste un mois. Et donc ils ont attaqué. Ils ont vu que c'était un musée. Ils ont attaqué précisément le musée. C'est complètement fou. Le président ukrainien insiste sur le contraste entre les forces russes et sa propre armée, qui ne ciblerait selon lui que des objectifs militaires. Car les salves tirées par Moscou dans la nuit de samedi à dimanche ont visé des musées, mais aussi des écoles, des habitations ou encore ici un centre commercial et là un marché où les stocks des commerçants ont été réduits en cendres. Tout était là, ma vie, tout ce que j'avais gagné. Et maintenant, tout a disparu. Même désarroi dans ce café de la capitale touché par un missile, que les propriétaires ont tenu à garder ouvert dans la journée. Les habitants des environs sont venus apporter leur soutien. Je sais qu'ils viennent tout juste d'ouvrir. J'ai souvent vu des travaux en cours ici. C'est donc en fait la première fois que j'y rentre. Malheureusement dans ces circonstances, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. D'autres régions ont été frappées dans la nuit, mais c'est à Kiev et dans les alentours que les dégâts sont les plus importants et qu'au moins 4 personnes ont été tuées. La veille, la Russie avait utilisé un missile hypersonique pouvant transporter une charge nucléaire, déclenchant de nombreuses condamnations de dirigeants européens.
Comme pour justifier cette nouvelle phase de bombardements intenses, Moscou a fait diffuser ces images du lycée frappé dans la nuit de jeudi à vendredi par des drones ukrainiens dans la région occupée de Louhansk, des frappes qui auraient fait une vingtaine de morts. Le parti de centre-droit Rassemblement démocratique est arrivé en tête des élections législatives organisées dimanche à Chypre avec près de 4 points d'avance sur la gauche. Derrière les deux principales formations politiques, le parti d'extrême droite Elam enregistre une progression et se hisse à la 3e place du scrutin, confirmant une montée de l'influence à l'extrême droite dans le paysage politique chypriote. Suivons ensemble. Une nette avance se dessine pour le Rassemblement démocrate aux élections législatives à Chypre. Selon des résultats quasi définitifs, le parti de centre-droit devrait sortir victorieux et recueillir plus de 27% des voix, tandis que le parti progressiste des travailleurs, formation politique de gauche, n'en rassemble que 23,9%. À l'extrême droite, Elam devrait se hisser à la 3e place avec plus de 11% des voix, 4 points de plus que lors des élections de 2021. Un parti récemment créé, Alma, axé sur la lutte contre la corruption, devrait franchir le seuil des 4% nécessaires pour faire entrer un député à l'Assemblée. 56 sièges sont en jeu à la Chambre des représentants, les 24 autres étant théoriquement réservés aux Chypriotes turcs et restés vacants depuis leur retrait des institutions en 1963. Un demi-million d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche dans 1217 bureaux de vote à Chypre et 13 à l'étranger. Autre information à présent, environ 1,5 million de pèlerins musulmans ont entamé ce lundi 25 mai 2026 le Hajj à la Mecque en Arabie Saoudite. Malgré les tensions et la guerre au Moyen-Orient, les fidèles sont plus nombreux que l'année dernière à participer à ce grand pèlerinage musulman marqué par plusieurs rituels ancestraux considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. Suivons ensemble un extrait de vidéo. C'est un pèlerinage entre ferveur religieuse et tensions au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, comme d'autres pays de la région, a essuyé pendant plusieurs semaines des salves de missiles et de drones iraniens, faisant de Riyad une destination déconseillée par plusieurs pays à leurs ressortissants. Même si le gouvernement britannique me dit de ne pas venir en Arabie Saoudite ou quoi que ce soit, j'ai décidé de venir par tous les moyens possibles. Avec la guerre, j'étais très anxieux. J'étais inquiet pour le vol parce que mon avion faisait escale à Amman, qui est la frontière de la zone, donc c'est un peu dangereux. Riyad qui a déployé des systèmes de défense anti-aérienne autour des différents sites qui accueillent le 1,5 million de pèlerins. Et avant le début officiel du Hajj, les autorités organisaient une démonstration des forces de sécurité pour rassurer. Cette année d'ailleurs, le nombre de visiteurs dépasse déjà celui de l'an passé, la ferveur bien au-dessus de la crainte. Non, je n'ai pas eu de doute à l'idée de venir. Tu sais, quand tu prends la décision de venir, tu viens avec une raison et un but. Et c'est pour ça que tu es là. Et tu sais que quand tu mets ta foi en Dieu, tout ira bien. En venant ici, on oublie la guerre. Franchement, ce qu'on ressent ici, c'est indescriptible. C'est quelque chose de spirituel. Pour de nombreux pèlerins, se rendre à la Mecque cette année a été un peu plus compliqué en raison justement de la situation sécuritaire, avec des vols modifiés ou bien annulés. La trêve en vigueur depuis le 8 avril dernier, même imparfaite, ne peut qu'apaiser les craintes. À présent, 2 personnes, dont un secouriste du comité islamique de la santé affilié au Hezbollah, ont été tuées dimanche au Liban dans des frappes israéliennes, selon le ministre libanais de la Santé. Ces nouvelles attaques surviennent au lendemain d'un raid mené par Israël qui avait déjà fait 11 morts. Suivons à présent. Le cessez-le-feu au Liban n'a de trêve que le nom. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Israël continue de cibler le sud et l'est du pays, notamment les villes de Nabatiyeh et d'Erkanoun el-Nahar. Des frappes qui ont fait au moins 2 morts, dont un ambulancier du comité islamique de la santé affilié au Hezbollah. Un soldat israélien a également été tué, selon l'armée. Le chef du Hezbollah demande au gouvernement libanais d'abandonner les négociations directes avec Israël et rejette l'idée de désarmer ses milices. Des négociations directes sont complètement inacceptables.
Vous avez vu ce qui s'est passé le 17 mai. 35 cycles de négociations sans aucune avancée. Des négociations directes ne bénéficient qu'à Israël. Le désarmement signifie dépouiller le Liban de ses capacités de défense, ainsi que celles de la résistance et de ce peuple, ouvrant la voie à l'anéantissement. Naïm Kassem appelle aussi les Libanais à se mobiliser et à manifester dans les rues pour faire tomber le gouvernement. Ces remarques ont entraîné une vive condamnation des États-Unis. Les États-Unis condamnent avec la plus grande fermeté l'appel irresponsable du Hezbollah à renverser le gouvernement libanais démocratiquement élu. L'ère où un groupe terroriste tenait une nation entière en otage touche à sa fin. Le Liban prépare un 4e cycle de négociations directes avec Israël à Washington les 2 et 3 juin. Des pourparlers qui seront précédés de rencontres entre les délégations militaires au Pentagone le 29 mai. Dernière actualité pour clôturer cette édition, un homme armé a été abattu lors d'une fusillade survenue près de la Maison-Blanche à Washington, autant pour moi, ont annoncé les autorités américaines. Le président des États-Unis a déclaré que le suspect tué avait des antécédents de violence et nourrissait une possible obsession pour la Maison-Blanche qu'il a qualifiée d'institution la plus précieuse du pays. Suivant à nouveau. L'assaillant qui a tenté de s'introduire dans la Maison-Blanche a été abattu par les services secrets américains. L'alerte a été donnée samedi près de la résidence présidentielle à Washington après qu'un homme armé a ouvert le feu sur des agents chargés de la sécurité du bâtiment. Selon les autorités américaines, les agents des services secrets ont immédiatement riposté, blessant mortellement le suspect qui a été transporté dans un hôpital voisin où son décès a été constaté. Un passant a également été blessé lors de la fusillade, mais aucun membre des services secrets n'a été touché. L'assaillant, un jeune homme de 21 ans, avait un profil psychiatrique lourd. En 2025, il avait été interné pour avoir tenté de pénétrer dans la Maison-Blanche, malgré une injonction judiciaire lui interdisant de s'approcher du bâtiment. Le président américain Donald Trump se trouvait à l'intérieur de la Maison-Blanche au moment des faits, mais selon les responsables, il n'a pas été affecté par l'incident. Cette fusillade survient dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité autour du président américain, suite à des menaces répétées et à des tentatives d'assassinat présumées signalées au cours des 2 dernières années. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.